Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Source. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Fernand Lopez, boss du MMA Factory et coach de Francis Ngannou. On a parlé bien évidemment du futur combat de Francis contre Derrick Lewis à l'UFC 226 à Las Vegas, mais aussi de Cédric Doumbé, de Taylor Lapillus et puis de l'affaire des pesées à l'UFC. Vous pouvez donc écouter ce podcast sur SoundCloud et le télécharger gratuitement bien évidemment sur la plateforme, sur iTunes, sur Deezer, sur YouTube et puis sur toutes les plateformes habituelles comme Podcast Addict également. À la prochaine, c'est parti. Je voulais savoir déjà si tu pouvais un peu nous parler des derniers résultats du MMA Factory, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de combats ces derniers temps, aussi bien à l'UFC que dans d'autres organisations. Oui, effectivement, Rustin a fait un combat récemment pour le titre de l'UFC. De manière générale, en ce moment, le MMA Factory est passé à un niveau où les combats qu'on fait sont essentiellement des combats de niveau vraiment de niveau mondial avec ça devient un peu plus sérieux. On aura du mal dorénavant, vu la qualité des athlètes qu'on a au MMA Factory, à trouver des combats on va dire des combats faciles, des combats entre guillemets abordables. C'est que là on est sur en général les titres mondiaux. Donc Rizal a combattu par exemple en Afrique du Sud contre Amanda Lino, vraie pointure, un combat qui a été sélectionné comme étant le meilleur combat, toute catégorie, ayant eu à l'EFC en Afrique du Sud, qui est l'une des organisations majeures au monde. Les filles ont livré un combat de malade, et effectivement Amanda Lino, elle a été meilleure. Elle a gagné finalement sur un décalage sur un détail de renversement vers moins de 10 secondes de la fin du round, et c'était magnifique. Donc ça fait c'est très difficile pour Ruslan, qui était sur une belle série, qui a combattu celui combattant jusque-là, et qui était sur une belle série, mais qui s'arrête finalement sur cette série-là, qui a cet échec. Mais ça reste un bel apprentissage, parce que perdre contre Amanda Lino, c'est quelque chose de bien. Enfin, c'est quelque chose d'instructif. Pas bien à la défaite, mais quelque chose de bien en termes d'apprentissage, la qualité de l'expérience. Donc voilà, on a eu quoi d'autre comme on a eu Anthony Dizzy qui a perdu récemment aussi. C'est pareil contre Tim Wild en anglais. On a eu là en tête du coup comme ça, je suis un peu pris de court, mais il y a Cyril Gann qui a combattu il y a 2 semaines et qui a gagné par KO. Cyril Gann, on en parle beaucoup en ce moment. C'est un poids lourd qui combat essentiellement jusque-là en pied-point et qui a tout gagné, qui n'a pas encore perdu, et qui va faire son passage le 2 août au MMA au Canada, au TKO. Bon, voilà, on a eu Véronica Macedo qui a combattu à l'UFC au Chili. Pareil, elle affrontait une fille, c'est un météore, c'est un monstre, c'est une des filles, la fille, elle est, c'est juste un phénomène, elle est classée 12e mondiale. Et Andrea Lee, c'est pareil, les filles ont eu le combat de la soirée à l'UFC. Voilà, on est quand même à l'UFC, et les filles ont eu, Véronica Macedo a eu la prime de $50,000 à l'UFC parce qu'elle a fait le combat de la soirée. Donc elle a eu une défaite, effectivement, à la décision, très serrée, mais un très beau combat. Pour qui une prime à l'UFC comme étant le combat de la soirée, avec une prime, voilà, ça veut dire que c'était un combat solide. Je ferais bien le tour, mais je ne me rappelle pas tout. Je n'ai pas tout en tête. Et par rapport à Rislen, justement, on avait pu l'interviewer juste avant son combat. Elle disait que la prochaine étape pour elle, c'était l'UFC. Là, vraisemblablement, avec la défaite, ce sera peut-être pas maintenant. Qu'est-ce que toi, tu voudrais pour elle comme un prochain combat, qu'elle revienne tout de suite, ou qu'elle prenne un peu le temps là de s'entraîner après avoir enchaîné les KO jusqu'à cette... Rislen, elle va combattre bientôt. Elle va combattre
probablement, il va combattre en septembre. D'accord. L'UFC, c'est une équipe partie remise. Elle est dans les yeux de collementaires à l'UFC. L'UFC parle d'elle, l'UFC est au courant d'elle. Et bah, il reste à faire le travail, quoi. Il reste qu'elle enchaîne quelques victoires et ça devrait se faire. C'est un peu difficile parce qu'elle était sur la liste d'attente pour le 22 juillet à Hambourg, en Allemagne. D'accord. Et bah, finalement, non, elle va s'entraîner là. Bah, D'accord. Elle voyage demain. Elle va à Las Vegas pour aller déjà supporter Francis qui va combattre le 7 juillet à Las Vegas. Ouais. Mais ça va lui permettre aussi de garder le contact avec moi puisque j'y vais et qu'on va s'entraîner là-bas. Voilà. D'accord. Et par rapport à Cédric Doumbé, alors on sait qu'il s'entraîne au MMA Factory. Là, il a fait ses derniers combats au Glory. Où est-ce que ça en est alors? Cédric Doumbé, il est factorien. En tout cas, pour le MMA, il est factorien. Ouais. Il a prolongé son contrat au Glory. Donc, il est encore au Glory pour une bonne année, même une année et demie. D'accord. Et au terme de ce contrat-là, il passera certainement au MMA. Mais pour le moment, voilà quoi, il s'entraîne au MMA. Quand il n'y a pas de date de combat, là, il a une date de combat, il va combattre le 22 juillet à New York. Et donc, voilà, et donc il est concentré sur l'entraînement à pied-point. Et dès qu'il aura terminé son combat, il revient, il est à Paris, à ce moment on s'entraîne. Quand il revient, il est à Paris, on s'entraîne en MMA, il prend de l'avance, il essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et dès qu'on lui redonne une date en pied-point, il repart sur le pied-point, il se concentre sur le pied-point. Voilà un peu comment on a décidé de fonctionner. Ok. Et donc concernant Francis, là il y a un gros morceau qui arrive avec Derrick Lewis. Qu'est-ce que toi tu penses de ce combat? On sait qu'il y a eu pas mal de trash talking entre les deux. Est-ce que c'était finalement toi le meilleur adversaire pour permettre à Francis de rebondir après sa défaite du 20 janvier dernier? Il n'y a pas de meilleur adversaire. Je pense que quand on est dans la catégorie des lourds aujourd'hui, c'est une catégorie où il y a peu de personnes et donc tout le monde va croiser tout le monde au final. C'était quelque chose qui était prévisible, qui se croise à un moment donné. Il n'y a pas de bon adversaire ou pas de bon adversaire. Si Francis fait une belle performance, il pourrait retourner au titre. S'il fait encore une belle performance, deux belles performances, il pourrait retourner au titre. Il n'y a pas de contre-indication. Donc le plus important pour lui, c'est de combattre. Il voulait combattre le plus tôt possible. Il a repris les choses, il va combattre, il fait de l'activité, il veut le maximum de combats possible, peu importe qui on lui mettra, et donc c'est tombé sur Derrick Lewis. Il s'appelle Derrick Lewis. Tant mieux, j'ai envie de dire tant pis pour Derrick. Et comment ça se passe au niveau de la préparation? Parce qu'on sait que Francis maintenant s'entraîne à Las Vegas à l'UFC Gym Institute. Toi, comment tu fais pour lui donner les conseils tactiques et techniques? Oh, il est assez bien entouré. Hein. Il n'a pas vraiment besoin de moi que je lui donne les conseils, tous les conseils. Il est pas mal entouré. Il s'entraîne pour la préparation physique, pour la prise en main à l'institut. Mais à côté de ça, il s'entraîne avec John Wood à Syndicate, qui est un club juste à côté de l'institut. Ouais. Donc c'est à côté de chez lui. Voilà, donc du coup, il a quelques sparring, il a des coachs qui le suivent. Il fait du tout, de la boxe, de la lutte, du sol. Il s'entraîne. Voilà. Après, je pense vu la distance, moi ne pouvant pas aller à Vegas, j'ai beaucoup de choses dont je m'occupe ici à Paris. Lui ne pouvant pas venir sur ce combat ici, puisqu'il le prépare, il vit à Vegas, le combat se passe à Vegas, c'est logique qu'il le fasse à Vegas. Si jamais dans le futur, il y avait un combat qui n'est pas à Vegas et qu'on avait le temps et qu'il y avait 2-3 mois, je pense qu'il viendrait s'entraîner à Paris. Et à ce moment-là, mes conseils seraient... là, je serais prépondérant dans la préparation. Mais là, franchement, je n'ai pas été prépondérant du tout. Je n'ai pas absolument besoin... Non, il n'a pas absolument besoin forcément que je sois là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Francis est un grand garçon qui roule bien de ses propres ailes et je lui apporte le support que je peux apporter, mais il est complètement en autonomie. D'accord. Il a la chance d'être bien entouré
là-bas, il vit à Vegas. Moi, je ne vis pas à Vegas. Je ne peux que partir pour la fin des préparations, pour des petits conseils, des petites finalisations, pour aider celui qui est déjà en place, qui l'aide dessus. C'est John Wood qui l'aide, qui est l'entraîneur du Syndicate. Syndicate, c'est un club qui est juste à côté de l'Institut. Donc voilà, c'est ce que je peux pas apporter. Il n'y a pas le jour où il vient faire sa préparation à Paris parce qu'on a le temps et parce que le combat se passe dans un autre état et qu'il a 3 mois devant lui, 2 mois devant lui pour la préparer, il viendra à Paris. À ce moment-là, je serai prépondérant sur la préparation. Mais là, la préparation telle qu'elle s'est déroulée, le combat se passant à Las Vegas, c'était intelligent. C'était le bon choix de rester à Vegas, de s'entraîner à Vegas, de se préparer à Vegas. Donc, du coup, et donc aujourd'hui, toi, par rapport à Francis, ton rôle, donc tu viens juste avant les combats pour peaufiner la préparation, c'est quoi plutôt? T'apportes les quelques touches qui manquent? Non, je pense encore que ce serait irrespectueux vis-à-vis des coachs qui sont sur place et qui le prennent en main de dire que moi j'arrive et j'apporte le final pour faire qu'il gagne. Je pense que non. Je pense que j'apporte déjà le côté moral du truc où je suis comme un grand frère. Je l'ai connu, je connais depuis le début. Je le sens un peu, je connais ses points forts, ses points faibles. Je vais pas avoir une plus-value dans l'accompagnement. J'apporte mon soutien moral. Voilà, c'est ce que je viens faire à la finale du truc. Mais je pense que il sait s'entourer de personnes qui sont de bons coachs et qui sont le conduire sur des bons résultats. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc par rapport à Francis, la suite, on sait qu'il y avait eu des interviews où Francis avait parlé de Brock Lesnar, il y a John Jones aussi qui pourrait revenir. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'avenir de la catégorie heavyweight, avec aussi bien évidemment le combat Cormier contre Miocic? Je pense que la catégorie, tout est possible. C'est que honnêtement, je n'ai pas envie de faire des plans sur la commode. Je n'en sais pas grand-chose de ce qui peut se passer. Je ne sais pas si c'est Brock Lesnar qui sera le prochain ou pas. Je pense que Dana White a envie que Brock Lesnar revienne. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il est capable de revenir? Contre qui? Je n'en sais rien. Je sais juste que de notre côté, en tout cas, du côté de Francis, Francis a la politique de dire je vais les prendre un des combats, je ne me prends pas la tête, tout ce que je veux c'est la ceinture. Et quel que soit le nom qu'on me mettra devant moi pour la ceinture, je prendrai. Effectivement, c'est un dream pour lui d'affronter Brock Lesnar, c'est ce qu'il a toujours dit. Mais bon, je suis incapable là tout de suite de vous dire, je pense que Francis va affronter Brock Lesnar. Je ne suis vraiment pas dans mes compétences de pouvoir le dire à ce moment de... Voilà quoi. Je pense que tout est possible dans la catégorie, que le combat entre Francis et Stipe Miocic a montré que tout était possible, et tout va continuer à être possible. Je pense que le 7 juillet déjà, il y aura un gros chamboulement. On ne sait pas, enfin, entre Cormier et Miocic, ça va se jouer déjà, ça va être complexe. Ensuite, voilà, tout est compliqué dans cette catégorie et non, j'ai pas envie de m'avancer et vous raconter des conneries. Ok. Et par rapport justement, toujours pour revenir à Francis, là, il y a eu quelques mois donc qui se sont écoulés. Est-ce qu'il y a eu un travail particulier sur les éventuelles lacunes qu'il y avait pu avoir ou les points où en fait Miocic avait été plus fort que Francis, notamment au niveau de la lutte? Oui, Francis a beaucoup travaillé dessus. Francis a beaucoup travaillé sur sa lutte, mais encore une fois de plus, je vais vous surprendre, mais c'est pas ce que moi j'ai noté comme lacune chez Francis. C'est-à-dire que les personnes moyennes bug dessus et nous sortent le même discours en disant ah, si Francis avait eu une meilleure lutte et tout, si Francis avait appris à lutter, il aurait mieux défendu ce combat, il n'aurait pas perdu le combat. Si seulement les gens savaient que les entraînements de Francis les gens confondent ce qu'on montre en open workout, c'est-à-dire que vous venez à ma salle, vous venez filmer Francis, vous êtes souvent venu à ma salle, ce qu'on vous montre en fait, ce qu'on montre en vidéo, c'est là où on est en train de taper sur des pattes d'ours, sur des pas hauts. Mais en réalité, tout ce qui se passe comme lutte, comme sol, comme machin,
on le cache souvent et c'est quasiment 75% de l'entraînement de Francis, il est fait sur la défense de lutte, la défense de sol. On fait un gros travail dessus depuis la nuit des temps. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un mec comme Stipe Miocic qui a lutté toute sa vie, quelle que soit la lutte que vous allez faire, vous aurez toujours du retard dessus. Ouais. Cependant, où on a l'avance, on pourrait avoir l'avance sur Stipe Miocic, sur ce genre de combattant, c'est ce que Francis a souvent fait depuis avec des mecs comme Blade, Curtis Blade. C'est un excellent lutteur, Curtis Blade. Vous avez vu son style de lutte qu'il a fait avec Overeem et tout. Mais Francis a ce truc-là, en fait, de maintenir la distance. Ce truc qui permet que la lutte ne s'installe même pas. Ce que je veux dire, c'est que on était déjà mal barré avec le fait d'aller chercher Stipe Miocic pour lui le courser pour le frapper en fait. À partir de là, le jeu il est faussé parce que du coup il peut mettre en place sa lutte. Mais en réalité, le même combat, le même Francis décide de jouer le mec prudent comme il a été avec Overeem, de toucher et quand Overeem bouge, de reculer, de le toucher. Je pense que le combat se passe différemment. Je pense sincèrement que Francis, il fait le combat 10 fois, il boit Stipe 8 fois s'il applique cette stratégie de ne pas être touché. Donc, moi, les lacunes sur lesquelles je souhaiterais que Francis se focalise, c'est pas sur la lutte en fait. Parce que quel que soit le niveau de lutte que Francis fera, il sera toujours moins bon lutteur que Stipe Miocic vu le temps qu'il aura passé en lutte. Cependant, si Francis décide de jouer avec la distance et donc du coup de ne pas être où il y a la lutte, et s'il n'est pas où il y a la lutte, il n'est pas où il y a la boxe de Stipe. Stipe n'a pas une allonge comme celle de Francis. Et donc il y a moyen de le boxer et de ne pas se faire toucher, ne pas être touché. Voilà ce que je peux dire dessus. Ah oui, donc c'était plutôt au niveau tactique qu'il y aurait des ajustements dans le cadre d'une éventuelle revanche. Complètement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a une première lecture du game, la première lecture, et il y a une seconde lecture. Le mec amateur qui est le mec gentil, il voit ce qu'il voit, et puis il n'a pas une seconde lecture, il dit « Ah, il lui a manqué de cardio ». Mais non, c'est pas comme ça ça a été... Avec du technico-tactique, tu ne peux pas t'exprimer comme ça. Il ne lui a pas manqué du cardio. Il se trouve qu'il a dépensé tout son cardio. C'est différent. C'est-à-dire qu'il a manqué son cardio, ça veut dire que le mec arrive, il n'a même pas de cardio à la base. Mais non, voilà un mec qui a démarré le qui a quasiment 126 kilos. Il arrive sur le combat avec quasiment 126 kilos et il démarre le combat 100 à l'heure. Il démarre le combat à fond. Donc, forcément, quand tu démarres un combat à fond et que tu ne t'économises pas, que tu pèses 126 kilos, au bout d'un moment, quand tu brasses des lèvres, que tu boxes partout, au bout d'un moment, tu n'as plus de bras, tu n'as plus rien, tu es tétanisé, tu es mort. Ça veut pas dire j'ai pas de cardio, ça veut dire j'ai mal géré mon cardio. Ok? Pourquoi? C'est pas la première. Francis a fait des combats plus longs que ça. Contre Curtis Blade, il a allé jusqu'au deuxième round. Il a fait un long combat, mais on n'a pas senti de signe de fatigue parce qu'il était dans la gestion de l'effort. Il luttait quand il fallait lutter. Il boxait quand il fallait boxer, il reculait et tout. Mais là, c'était différent. Et donc, les gens ne prennent pas le temps d'observer ça. C'est pas, on va pas dire, il y a des personnes qui disent, oh, Francis n'a même pas un peu de lutte. Mais vous êtes ridicule de dire ça. Quand on sait que Francis est tombé a défendu plusieurs amenés au sol, il est tombé une fois avec Curtis, et ensuite il a défendu toutes les amenés au sol, et même quand il est tombé, il est revenu debout. C'est pareil pour Enrique. Aujourd'hui, Enrique Silva, il est en train de nettoyer la catégorie, il bat tout le monde, il amène tout le monde au sol. Avec Francis, c'était quasiment impossible. Donc, voilà, n'oubliez pas ça, Francis, c'est pas un problème de lutte. Il lutte tout le temps, il a lutté avec des très très bons lutteurs, des mecs de l'équipe de France et tout. Il les a mis à mal. Ce qui a manqué, ce qui nous a manqué, c'était ce jeu stratégique de la gestion de la distance, du maintien de la distance. D'accord. Et donc là, avec Derrick Lewis, ce sera un combat donc en 3 rounds. Comment est-ce que tu vois se dérouler justement le choc entre les deux classés? Il n'y a pas la magie. Enfin, je n'ai pas. Voilà, je pense que chacun des deux viendra pour mettre l'autre KO, ça c'est certain. Maintenant, tout est possible. Il est possible que Francis l'amène au sol. Francis est capable de l'amener au sol s'il veut, de le battre au sol en grand impact. Francis est capable de le battre debout. Enfin, tout est possible. C'est un match.
c'est pas le niveau de Cormier ou de Stipe Miocic. Derrick, c'est pas un génie de la lutte. Ouais. Donc voilà, ouais, tout est possible. Il a une grosse puissance, tout est possible. Il peut frapper fort, mais non, la configuration de ce match est complètement différente en fait. C'est-à-dire que c'est un match où toutes les stratégies sont possibles. Mmh. Et est-ce que par rapport à ce combat-là, tu le vois aller au bout des 3 rounds? S'il avait besoin d'aller au bout des 3 rounds, il pourrait. Je vous dis encore, comme je viens de vous le dire précédemment, je vous dis que Francis, étant sur sa stratégie qu'il a souvent eue, où il est prudent, où il touche, il ne se fait pas toucher, se déplace, il aurait pu faire 5 rounds de 5 minutes avec Stipe Miocic. J'ai vu Francis s'entraîner, il a fait quelque chose de... Voilà, j'ai vu son préparateur physique à Vegas, j'ai discuté avec lui, j'ai vu les planifications de Beau Sandoval, le préparateur physique à l'Institut. C'est pas quelque chose de déconnant, enfin... c'est très ridicule quand on voit des mecs qui caricaturent et qui disent tu devrais t'acheter un tapis de course. Mais j'ai des vidéos en archive où toutes les 2 semaines que j'ai passées à Las Vegas, Francis a bouffé de la machine de course avant ce combat, du tapis de course avant ce combat. Il n'a fait que ça. C'est pas. Mais encore une fois de plus, je vous dis, c'est pas une affaire de ne pas avoir le cardio. Il pourrait faire 5 rounds de 5 minutes s'il le souhaitait. Encore faut-il juste qu'on applique la stratégie, celle qui est de dire, ok, on va faire 5 rounds, donc on est obligé de s'économiser, de gérer. Voilà, c'est tout. Ok, mais justement en fait quand je disais de tenir les 3 rounds, c'était pas par rapport à Francis, c'était plus par rapport au combat, parce qu'on sait que les deux sur les réseaux sociaux ont quand même dit assez clairement que ça risquait de tenir debout et en striking. Donc bon, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ouais. En général, il faut encore que les gens prennent les déclarations au deuxième degré, qui ne prennent pas ça trop au sérieux. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Le but pour ces mecs-là, c'est quand même de gagner le combat. Ils ne sont pas fous non plus d'aller se suicider, se jeter dans une bataille où on s'est dit, ok, on se donne une limite, on ne fait pas 2 minutes, on se massacre en 2 minutes. Non, je pense que même quand on a envie de mettre KO, vous avez souvent vu Francis, c'est un combattant intelligent. En général, quand il veut mettre KO, il prend son temps. Il prend les informations, il prend machin. Et donc, je vous dis encore que tout ce que je souhaite, moi, c'est de retrouver ce Francis qui est mesuré, qui est très intelligent, qui prend son temps, qui observe, qui prend la distance, qui prend les infos sur la vitesse de l'adversaire, les infos sur le déplacement de l'adversaire, et ensuite qui va réagir. Ok, ouais, très bien. Et là, plus un petit peu plus générique sur l'UFC, qu'est-ce que tu penses en fait de l'instauration en fait du retour des pesées l'après-midi pour l'UFC comme souhaité par Dana White? Peut-être j'ai loupé quelque chose, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait la pesée, il y a 3 pesées différentes maintenant. Le dernier UFC que j'ai fait, c'était au Chili. Ouais. Je ne sais pas si la configuration était différente des autres ou pas, mais en gros, au Chili, on a eu 3 pesées différentes. On a eu la première pesée, comme celle qui se passe toujours entre 9h et 11h. Ensuite, à 13h, il y a eu une pesée où il y avait un face-à-face déjà, alors que le face-à-face se fait qu'en soirée. Ensuite, les athlètes s'étaient déjà régénérés, avaient déjà commencé à manger, boire. Et ensuite, il y avait un face-à-face le soir qui était la pesée cérémoniale. Donc, je ne sais pas si j'ai loupé des infos. Si vous me dites qu'il y a dorénavant une pesée qui est une seule pesée le soir, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça, ce serait ça en fait. Ce serait pour supprimer celle du matin en fait, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui loupent le poids et en fait remettre comme c'était avant, donc en 2015 où c'était uniquement la pesée du soir. Ok, bah, je trouve que c'est dommage. C'était plutôt quelque chose de bien parce que les combattants arrivaient. Le MMA, c'est quelque chose de télévisuel et il faut vivre avec notre époque. Aujourd'hui, le Muay Thai ne brille pas beaucoup parce que on a conservé ce côté trop traditionnel et que c'est difficilement vendable à la télévision. Par exemple, la musique du Muay Thai qui est constamment mise sur les compétitions a du mal à passer à la télévision. Bah, il faut vivre avec notre époque et je pense que le fait d'avoir des athlètes qui arrivent et qui ont le sourire, qui ont la banane, qui sont prêts à mettre le show parce qu'ils se sont régénérés et qu'ils ont rechargé, qu'ils ont remangé et tout, c'est quelque chose de bien. Donc, si on supprime ça, je ne sais pas ce que ça va donner. On va revenir à l'ancienne où
Les athlètes arrivaient le soir, ils étaient déchirés, ils étaient affamés, ils étaient sur des chaises roulantes et tout. Je ne sais pas pour quel intérêt, je ne comprends pas très bien. Ok, bon bah super. Et enfin, dernière petite question. Alors Taylor Lapillus, qu'est-ce que lui réserve l'avenir? Parce que son dernier combat au GMC, il avait pris la ceinture. Ensuite, là, il a gagné par KO. Oui. Alors, un retour à l'UFC éventuellement? C'est possible. C'est possible. Il y a, ça se travaille en douce. Voilà, je peux rien vous dire. Taylor, il a le potentiel d'y retourner. Ouais. Il a fait un excellent boulot. Il y a peu de jeunes de son niveau qui ont fait ce qu'il a fait. À cette catégorie, on n'a jamais eu ça en France. On n'a jamais eu en France dans cette catégorie un mec qui a fait 3 victoires à l'UFC, une défaite sur les 4 combats. Il sort de l'UFC sur une défaite. On rencontre encore des mecs comme hier. C'est hier. Mm-hmm. C'est ça. Avant-hier, il y a Ulka Sasaki qui a combattu à l'UFC à Singapour. Ulka Sasaki, il a été battu KO au 2e round par Taylor Lapillus il y a 3 ans de ça à l'UFC. Et Ulka Sasaki, il est toujours à l'UFC. Ulka Sasaki, il a perdu contre Issa, le Brésilien. Mm-hmm. Et Taylor, pareil, il a battu le Brésilien en Allemagne. En Allemagne, Taylor, il a gagné 2 ceintures. Voilà quoi, il n'est pas impossible que l'UFC ait besoin de lui pour le 22 juillet en Allemagne. Il n'est pas impossible. Super. Mais bon, voilà. Il n'y a rien de. Je peux rien dire pour le moment, il n'y a rien de garanti. Y a rien. Et évidemment. Bon, bah super. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'interview et puis bravo pour ce que vous faites pour le développement du sport. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up!